Bonjour à tous, merci de votre invitation à cette présentation. Elle a été faite dans l'urgence, j'ai attaqué lundi et sans IA, donc je me suis débrouillé moi-même avec ce que j'avais sous la main. Et en plus, je venais de changer d'ordinateur, donc j'avais plus le même logiciel, donc ça a été un petit peu difficile au début. Donc voilà, je vais vous présenter notre préparation à Pleumeur-Baudou sur l'antenne PB8 par une association qui s'appelle ORPB, qui signifie Observation Radio Pleumeur-Baudou. Et nous préparons le tir de la mission Artemis, qui aurait déjà dû partir il y a plus d'un mois. C'est pas plus mal qu'elle ait été retardée, ça nous a donné un peu de mou sous la pédale pour pouvoir fignoler nos essais. Donc j'ai eu la chance de pouvoir trouver sur le site de la NASA une sympathique photographie de la pleine lune avec la capsule Orion en haut du SLS, prêt à décoller, mais bon, à l'époque, ça n'a pas eu lieu. Il y a eu un problème de fuite d'hydrogène liquide sur une vanne. Et bon, l'hydrogène liquide, c'est pas un liquide très simple à utiliser. Et ça a tendance à fuir facilement. Du coup, les astronautes sont redescendus. Apparemment, d'après ce que j'ai su, il y a eu un changement d'équipe à la NASA. Donc du coup, ça n'arrange pas les choses. Tiens, voilà. Alors, la mission Artemis 2, c'est en gros un remake de la mission Apollo 8 qui a eu lieu en 1968. C'est-à-dire qu'on décolle de la Terre, évidemment. On part vers la Lune et on fait ce qu'on appelle un free return, c'est-à-dire qu'on fait le tour de la Lune et on revient. Donc il n'y a pas de satellisation autour de la Lune de prévu, il n'y a pas bien sûr d'alunissage sur la Lune. Le but de la mission est de vérifier que tout va bien à bord, que tous les systèmes de propulsion de ce qu'on appelle de CLS, c'est-à-dire électricité, communication et life support, vont pouvoir fonctionner correctement pendant la période de la mission qui va être d'une dizaine de jours. En fait, on est un petit peu différent d'Apollo 8 dans le sens que le trajet va les emmener beaucoup plus loin derrière la Lune et ils vont revenir ensuite, ce qui fait que la période d'occultation où il n'y aura aucune communication entre la capsule Orion et le sol sera beaucoup plus long. Donc ça sera une période un petit peu angoissante où on espère que les choses vont bien se passer. Alors le lanceur, c'est le SLS, c'est le nouveau lanceur de la NASA qui justement nous a causé ces problèmes. En haut, il y a le service module qui est une collaboration entre la NASA et l'ESA, où ils ont réutilisé pas mal de technologies de l'ESA qui avait été utilisé sur la mission ATV, qui était l'Automatic Transfer Vehicle, qui servait à aller ravitailler la station orbitale. Je crois qu'on a tiré 4 ou 6, je ne me souviens plus, avec docking automatique, tout s'était bien passé. Donc on avait réussi à récupérer une bonne dose de technologie et on réutilise une partie de tout ça dans le module de service. Et la capsule Orion, différence des capsules Apollo, c'est qu'il y a 4 astronautes et ils ont notablement plus de place qu'à l'intérieur. C'est nettement plus confortable. Alors voilà ce que j'expliquais. Le tir se fait, on démarre, on fait un tour de la Terre et puis ensuite on passe en transfert vers l'orbite lunaire. On lâche tout le lanceur SLS et la capsule Orion avec le service module va aller faire le tour de la Terre, va revenir et ensuite au niveau 14, on va larguer le service module et la capsule Orion va redescendre dans l'Atlantique une dizaine de jours après le tir. Je remercie la NASA pour m'avoir fourni ces informations. J'ai malheureusement pas pu tout mettre les commentaires, ça tenait plus sur le Viewgraph. Alors, pourquoi cette mission ? Pour nous, c'est simplement que la NASA souhaite avoir des données supplémentaires sur la dynamique du vol.
parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'ils n'ont pas lancé en direction de la Lune. Et ils souhaitent avoir des mesures complémentaires du Doppler sur la porteuse de la télémesure de la bande S. Donc le bande S ramène également des communications, des données de télémesure. Il n'est pas question pour nous de décoder cela. Tout ce qu'on nous demande, c'est de prendre la fréquence de la porteuse et de calculer le Doppler là, pendant toute la durée du vol. Sauf bien sûr quand ils seront derrière la Lune, là on n'a pas vraiment le choix non plus. Alors parmi les projets portés, c'était un appel à des stations officielles, à des stations commerciales, des stations amateurs. Seul le projet d'ORPB8 a été retenu, c'était le 15 janvier, donc ça a été un peu court pour nous aussi de tout préparer. Et nous sommes les seuls retenus en France actuellement. Il y a des collègues en Allemagne et quelques collègues dans les pays autour de nous, mais nous avons été les seuls en France. Alors, je vais un peu vous parler du site de Pleumeur-Bodou, parce qu'il est quand même pas très près d'ici, il est à presque 750 km. C'est le site historique où la première transmission de télévision transatlantique par satellite a été effectuée. Le signal partait de Andover aux États-Unis, passait par un satellite et redescendait à Pleumeur-Bodou. Il y avait 2 stations en Europe en concurrence. Il y avait une station anglaise et une station française. Les Anglais n'ont pas réussi à faire marcher leur antenne à temps. Donc du coup, c'est nous à Pleumeur-Bodou, enfin nous, moi non, j'étais encore tout gamin. Mais c'est le site de Pleumeur-Bodou avec l'antenne PB1 qui a réussi à capter ce signal. Alors du site, il y avait 8 antennes, il n'en reste plus que 4, le site est totalement décommissionné. 4 antennes qui sont encore existantes sont désormais classées au patrimoine. Et PB1, et l'antenne, c'est un cornet qui se trouve sous un radome, c'est désormais la seule qui est encore sous le radome en état de, s'il fallait, elle pourrait encore redémarrer. Je suis désolé, mais mon appareil photo n'avait pas un objectif assez grand angle pour prendre le tout. J'étais le dos au radome, je ne pouvais pas reculer davantage. Donc en gros, le signal arrive par les réflecteurs qui sont ici, rentre dans le cornet et la source se trouve au fond, au niveau de l'axe de rotation de l'antenne. Donc celle-ci, c'est ce qu'on appelle PB1, elle est sous le radome, pressurisée. Il y avait exactement la même à Andover, car les Anglais avaient choisi de designer et de construire leur propre antenne, et ben, ils n'y sont pas arrivés. Nous, en France, on s'était contenté d'acheter une antenne américaine. En fait, c'est exactement la copie conforme de celle d'Andover. Mais l'antenne américaine, vous savez comment c'est aux États-Unis, entretenir une antenne qui ne sert plus, ça coûte trop cher, donc ils ont préféré la démanteler. Et récemment, ils nous ont même recontacté Orange pour savoir s'il était possible de racheter notre antenne. Alors, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc je parlais qu'il existe 4 antennes. La deuxième qui reste, c'est PB3. C'est une parabole de 32 mètres de diamètre. Nous avions au début, avec l'association, regardé pour reprendre l'opération de cette antenne. Malheureusement, les travaux de remise en état, avant de pouvoir oser la bouger, il y en avait pour près de 200 000 €. Donc c'était largement au-delà du budget de notre pauvre association. Donc non, on a laissé tomber. PB6 a une particularité, c'est que c'est une antenne équatoriale. C'est la seule qui avait une monture équatoriale à Pleumeur-Bodou. Pour ça qu'elle a été classée comme historique. Elle fait 8 mètres de diamètre. Donc elle ne nous intéressait pas spécialement. En plus, extrêmement en mauvais état suite à la corrosion de l'air marin. Voilà ce que c'est d'être auprès de la mer. Donc nous nous sommes intéressés à Pleumeur-Bodou 8,
qui est une antenne casse-grain. C'est une monture azimutale, donc vous avez un axe de rotation vertical ici, et derrière il y a un vérin qui permet de basculer en élévation. Le diamètre du réflecteur principal est de 13 mètres. Initialement, cette antenne était prévue pour les télécoms, donc elle était prévue pour opérer en bande C, transmission, réception, transpolarisation circulaire gauche et circulaire droite. Donc derrière le cornet qui se trouve ici, se trouve un quadriplexeur qui convertit la bande haute, la bande basse et la RCP et la LCP sur 4 guides d'onde qui sortent à l'arrière. Je ne reviendrai pas là-dessus car ça ne nous intéresse pas de toute façon pour la mission Orion. Alors PB8, qu'est-ce qu'on fait avec? On fait de la radioastronomie en bande C, dans les 5 giga 700. On fait de l'EME avec notre ami Guy F2CT, que vous connaissez sûrement, et qui nous a permis de faire des records du monde en EME. Et nous faisons également des mesures de distance entre la Terre et la Lune par éco-radar. On a une collaboration avec le lycée d'Abbeville qui vient de tous les ans chez nous pour monter des manips. Là, on a fait des essais en faisant simplement des codes Morse. Maintenant, on est en train de développer une manip pour utiliser un chirp qui, en utilisant la compression d'impulsion, c'est-à-dire c'est une impulse modulée linéairement en fréquence, qui démarre en basse fréquence et qui monte en haute fréquence. Et la résolution est donnée par la largeur du chirp. Il n'est pas duré par la longueur de l'impulsion. Donc ça permet de faire des impulsions longues, donc d'utiliser l'énergie efficacement et ensuite de faire une compression du chirp par sa réplique. Et on gagne à peu près 20 à 25 dB sur la compression d'impulsion. C'est ce qui est utilisé sur quasiment tous les radars à l'heure actuelle. La différence c'est que dans les années 50, les Européens, les Américains utilisaient déjà le chirp. Les Russes n'avaient pas mis au point cette technologie. Alors eux, ils utilisaient des impulsions courtes, mais de très haute puissance. C'est pour ça qu'ils ont dissipé, conçu des tubes qui faisaient plus du mégawatt. Et il y avait le fameux radar transhorizon du GA, qu'on l'entendait régulièrement sur les bandes amateurs, qu'on appelait la mitrailleuse, parce qu'il était avec des impulsions tellement courtes qu'il arrosait sur des mégahertz de large. Mais bon, il a disparu avec Tchernobyl. Donc, l'antenne est en cours de démantèlement, j'ai appris. Il y avait 2 antennes, il y avait une antenne d'émission et une antenne de réception. Apparemment, l'antenne d'émission est en cours de démantèlement. Et l'antenne de réception, personne n'ose monter dessus tellement l'état de la ferraille est. Et en plus, c'est dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Donc, quasiment personne n'y va, en tout cas pour de longue durée. Alors, l'adaptation, puisque je vous ai dit que c'était une antenne en bande C, il a fallu qu'on l'adapte à la bande S. Donc, un de nos collègues de l'association, Jean-Pierre Blot, a conçu une nouvelle source bande S, qui est une source en cuivre. C'est un patch à l'intérieur d'une cavité qui fait à peu près cette dimension. Et cette source est montée à la place du radome du cornet, c'est-à-dire qu'on a démonté le radome qui se trouvait sur le cornet, qui était une plaque transparente en HF. On l'a remplacé par une plaque de cuivre sur laquelle on a monté le patch. Donc il a un bon gain, il fournit directement la polarisation. Il est suivi juste derrière, parce que toute l'électronique qui suit est placée sous le patch, c'est-à-dire à l'intérieur du cornet. Donc vous avez d'abord un premier ELENA à très faible figure de bruit, mais qui ne fait que 13 dB d'amplification, car nous avons malheureusement à côté de Pleumeur-Vaudou des antennes de sites de 4G, de 5G qui se sont installées et qui également en bande S sont au ras de la fréquence de 2430 de la NASA. Et donc on a créé derrière, pour ne pas saturer ce préampli, on n'a mis qu'un 13 dB.
Et il est suivi par un filtre interdigital qu'a calculé et réalisé Lucien Massé, qui permet de rejeter les fréquences indésirables. Donc on coupe vraiment très sharp de chaque côté de la bande utile. Et derrière, on a remis un autre amplificateur qui fait environ 23 dB de gain, qui lui est donc protégé des parasites, dirais-je. Et il a suffisamment de gain pour ensuite attaquer une descente coaxiale à faible perte. C'est le genre Ultraflex 11 ou Ultraflex 15. Donc c'est un coax qui est très bien blindé, qui est avec une isolation, avec un ruban, une feuille de cuivre et la tresse autour. Donc c'est un coax à très faible perte. Et le tout arrive à un récepteur SDR qui se trouve dans la salle de commande 10 mètres plus bas. Le SDR reçoit deux signaux. Il reçoit d'une part le signal qui nous intéresse et il reçoit également une référence de fréquence 10 MHz qui est générée à partir d'un récepteur GPS. Pour faire la mesure du Doppler, la NASA nous demandait une précision de fréquence et une stabilité de fréquence que seul un récepteur GPS pouvait nous fournir. Et encore, quand on lit vraiment la spec de la NASA, il donne une spec qui est encore plus serrée que fournit la référence GPS. Donc je ne sais pas s'il y a une typo ou quoi, mais de toute façon on ne peut pas faire mieux. Donc il faudra bien qu'ils se contentent de ça. Je ne peux pas vous donner plus de détails car la mission n'a pas encore eu lieu. Pour le moment, on est dans l'attente. Tout ce qu'on a fait, c'est prendre des signaux de récepteurs, de transpondeurs provenant de satellites géostationnaires. On a vérifié que le signal à bruit était bon. On a les signaux des géostationnaires. On a plus de 40 dB de marge en dessus du bruit, donc on est tranquille. On a fait les calculs de propagation avec l'API IRE donnée par la NASA. Donc on ne devrait pas avoir de soucis par là. Donc je pense qu'on va avoir une collaboration avec un de nos collègues qui pourrait nous fournir des petits signaux et trucs supplémentaires, car on a donc un doute sur l'analyse du Doppler, ne disposant pas de données réelles. Et en plus, il reste à finir l'encodage des signaux, des résultats dans le format spécifié par la NASA. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Au début, les collègues n'étaient pas trop chauds pour que je participe parce qu'ils disaient on n'a pas de données à présenter. Donc j'ai préféré me limiter à présenter la mission, présenter le site et présenter les travaux qu'on a faits. Maintenant, je pense que d'ici un mois, on devrait en savoir plus et on va terminer nos derniers préparatifs. Alors j'ai un petit film qu'avait réalisé FR3 Bretagne, qui était venu visiter notre site il y a 15 jours. Et je l'ai ramené, j'espère que ça va fonctionner. C'est 3 minutes, donc ça devrait pouvoir fonctionner. Voilà. Elle pourrait s'envoler vers la Lune en mars prochain. La capsule Orion disposerait en tout cas de plusieurs fenêtres de tir favorables. Et pour observer la mission spatiale pilotée par la NASA, l'observatoire radio de Pleumeur-Baudou, dans les Côtes-d'Armor, sera mis à contribution. Pour la plus grande fierté de ses bénévoles, l'équipement a été sélectionné pour réaliser des mesures scientifiques. Gilles Lemorvan et Fabrice Leroy nous expliquent. C'est un petit coin de terre où des passionnés de sciences et d'astronomie vont bientôt s'offrir une tranche d'adrénaline et de plaisir. Pleumeur-Baudou, Côtes-d'Armor, ici sous l'antenne PB8 de l'ancien centre de télécommunications. Ces ingénieurs à la retraite sont à l'échauffement, en train de récupérer le signal d'un satellite. Donc là on est pile poil sur la balise du satellite Skynet 4C. Et ça nous permet aujourd'hui de tester ce qu'on aura à faire bientôt sur la capsule Orion. Et on aura des signaux pratiquement avec cette puissance-là similaires.
Parce que dans quelques jours, ils vont entrer dans une autre dimension, en collaborant cette fois à un programme de la NASA, Artemis 2. Ici en Floride, le lanceur et son vaisseau sont dans les starting blocks pour un vol habité vers la Lune, où l'homme n'est plus allé depuis 1972. Et cette mission va donc durer une dizaine de jours, va emmener donc une équipe de 4 astronautes autour de la Lune, sans déposer les astronautes sur la Lune, et qui va donc ramener la capsule sur la Terre, bien sûr, au bout de ce voyage. Et dans 2 ans, une autre mission pourrait déposer cette fois les hommes sur la Lune, avec derrière un objectif plus vaste encore. Le but est donc de créer à terme une base permanente sur la Lune qui va servir de relais pour une mission interplanétaire future vers Mars notamment. Pour suivre le vaisseau et collecter des données qui permettront de corriger, si besoin, sa trajectoire, la NASA n'a sélectionné que 34 sites au monde, un seul en France. Pour les Bretons, c'est une immense récompense, mais pour en arriver là, ils ont mouillé la chemise en maintenant, avec le soutien des collectivités, cette vieille antenne opérationnelle. Pour nous, c'est un couronnement, on peut dire, de tout ce qui a été fait depuis maintenant presque 20 ans. Cette antenne, elle fait partie du patrimoine de l'époque. C'est la zone des télécommunications ici en Bretagne. Donc nous, on la tient à bout de bras pour la faire vivre encore. Le vaisseau spatial devrait partir pour la Lune début mars. À Pleumeur-Bodou, nos bénévoles sont fin prêts. Ils n'attendent plus que le compte à rebours. Je dois quand même préciser une chose, c'est que mes collègues que vous avez vus, Lucien Massé, notre président André et les autres collègues, ce sont des anciens du CNET. Et ce sont eux qui ont été les premiers à mettre au point les nouvelles fibres optiques qui ont même du gain dans la fibre. Et dans les tout débuts des années 80, vers les 85, ils étaient capables de passer tous les téléphones de France dans une seule fibre. Alors ces brillants ingénieurs se sont un peu sciés la poutre sur laquelle ils étaient assis, puisque c'est eux qui ont créé les fibres optiques. Maintenant, tout passe par fibre optique et plus rien ne passe par satellite, à part quelques trains de télévision. Est-ce qu'il y a des questions? C'est juste pour dire que ce que vous avez montré sur Skynet, donc d'environ 40 dB, en fait, c'est pas pour faire peur, mais c'est vraiment pas grand-chose en fait pour une antenne de 10 mètres. Oui. Parce que pour vous donner une idée, sur une antenne de 3 mètres optimisée, on peut déjà avoir environ 40 dB. Donc, Le problème, ouais. c'est que là, on était un petit peu à côté de la fréquence et donc malheureusement, le filtre interdigital... peut-être, mais ça vaudrait le coup de tester plutôt sur Discover ou d'autres sondes comme ça. Par exemple, l'Intégrale a une fréquence très similaire, XMM Newton. Il y a Cluster, mais il n'y a plus beaucoup de temps pour tester. Il y a sinon... il y en a plein, mais ça vaudrait plutôt le coup de tester là-dessus parce que pour pouvoir voir Artemis correctement, en tout cas pour que ce soit possible d'utiliser la méthode habituelle pour l'OQPSK, c'est-à-dire de faire x4, pas x4 mais de mètres au cube, pour avoir une porteuse propre, il faut en gros être capable de décoder Discover. Ah, d'accord, bon, on va essayer. Donc normalement Merci sur une antenne de message. 4-5 mètres, ça marche. Donc en théorie, avec un peu de marge, ça devrait aller. Ça mais- devrait passer. Ouais. Merci du conseil, je passerai le message. Merci pour la présentation en tout cas. Quelle est la différence entre une antenne cornet et une parabole? Le cornet, ça peut fonctionner tout seul en tant qu'antenne. Vous avez un guide d'onde et un cornet qui convertit l'énergie électrique en énergie électromagnétique. Une parabole, ce n'est qu'un réflecteur. De toute façon, le réflecteur de la parabole, il faut l'illuminer. Donc pour l'illuminer, on peut utiliser un cornet, on peut utiliser un patch. La parabole n'est pas une conversion coaxiale vers l'espace. Donc la parabole, nous, c'est une casse-grain, c'est-à-dire qu'on a le cornet, la source ou le patch pour la bande S, on a un réflecteur primaire et un réflecteur secondaire. L'avantage de ce procédé avec double réflexion, c'est qu'il n'inverse pas le sens de la polarisation. La RCP reste de la RCP, alors que si vous avez une seule réflexion, ça l'inverse. Et d'autre part, avoir une parabole offset, dans les polarisations circulaires, vous avez ce qu'on appelle l'effet de squint.
qui est une distorsion de la polarisation. C'est qu'elle ne reste pas circulaire, elle s'avachit un peu. Donc l'approche casse-grain est l'approche la plus rationnelle pour une antenne de cette dimension et pour cette fonction. Vous avez utilisé comme SDR? Je me souviens plus lequel c'est. On avait parlé du SDR plus tôt, on avait parlé d'un HL2. Je ne sais pas lequel a été retenu. Oui, non, on n'a rien inventé. C'est du matériel tout à fait commercial. Les seules choses qu'on a fait, nous, ça a été la source, qui a été usinée par un chaudronnier local de Plumeur-Baudou. Et on a aussi fait le filtre interdigité de Lucien Massé, qui est un filtre très étroit, donc dès qu'on s'écarte un peu de la fréquence centrale, on a de la casse.